Terrain social. Hugues Chevarin. Anne-Emmanuelle de Martigny. Anne-Emmanuelle de Martigny, professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 13, spécialiste des imaginaires sociaux, travaille en particulier sur la violence et ses représentations au XIXe et XXe siècle. Des sauvageons de Jean-Pierre Chevènement jusqu'à l'ensauvagement du débat social et politique, par les récentes déclarations de Gérald Darmanin, quelle constance, quelle différence. Terrain social s'interroge aujourd'hui sur l'utilisation politique des imaginaires sociaux. Terrain social. Anne-Emmanuelle de Martigny, bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un imaginaire social ? L'imaginaire social, c'est une notion qui n'est pas complètement encore stabilisée. Chez les historiens, il y aurait plusieurs manières de le définir, mais disons que l'imaginaire social, c'est un ensemble cohérent de représentations, c'est-à-dire des représentations qui vont ensemble et qui peuvent être réaménagées en fonction des différents contextes historiques. Alors, comment il se construit s'agissant du crime ? Eh bien, il se construit avec des supports, un support privilégié, c'est tout ce qui relève des médias, la télévision, la presse. Moi, je suis spécialiste du 19e siècle et j'ai travaillé aussi sur l'entre-deux-guerres. Et à ce moment-là, au 19e siècle, c'est la naissance du fait divers. Aujourd'hui, on a l'habitude. Mais au 19e siècle, en tout cas jusqu'aux années 1860, on n'en avait pas trop l'habitude. Et donc, le fait divers criminel, il naît avec l'essor de la grande presse populaire. Donc voilà, il faut des supports qui produisent des discours, qui produisent des images et du coup qui construisent des motifs qui sont sans cesse repris. Alors je parlais des médias, il y a aussi de la littérature, bien entendu. Donc c'est toutes sortes de textes, si on veut, qui produisent des discours qui sont ensuite employés, réemployés, utilisés. Voilà. Alors, comment l'histoire, comment peut-elle nous aider à nous dépatouiller des faits divers ? Alors je prends l'exemple du passage à tabac, du conducteur de bus, les rodéos de voitures dans les cités, les infidélités. Comment vous opérez le tri et qu'est-ce qui fait sens selon vous ? Le fait divers, les faits divers, c'est quelque chose qui n'intéressait pas les historiens pendant très très longtemps. C'est assez récent qu'on s'intéresse aux faits divers, depuis les années 1990. Et les faits divers sont devenus finalement des faits d'histoire. C'est-à-dire avec l'idée que les faits divers nous apprennent des choses sur la société. Alors les faits divers, c'est un type de discours. C'est qui a pour but de susciter de l'émotion, qui a parfois des finalités, je dirais, politiques, appelées à la répression. C'est un type d'écriture qui est dans le pathos. Donc ça suscite beaucoup d'émotions et du coup ça fait peur. Alors évidemment la question c'est est-ce que la peur du crime, qui est alimentée par les faits divers, qui sont exploités par la presse, par les médias, est-ce que cette peur du crime traduit une menace réelle dans la société ? Ça, c'est pas sûr. Et c'est là que j'en viens à cette notion qui vient de surgir dans le débat politique, qui est celle d'ensauvagement. Est-ce le reflet d'un nouvel imaginaire social de la violence ? Et je dirais en second questionnement, qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui à la société française ? Ou fait-on peur à la société française ? Alors, est-ce que c'est un nouvel imaginaire de la violence ? Moi, je n'en suis pas tout à fait sûre, puisque, comme je vous le disais, l'imaginaire, ce sont des figures, des thèmes, des motifs qui peuvent sans cesse être réemployés.
hein. Donc, quand il y a une figure de la menace sociale, eh bien, cette figure, elle a une généalogie, hein. Elle sort pas de rien. Sur la question de l'ensauvagement, hein, alors, je voudrais reprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire le sauvage. Le sauvage, c'est celui qui vit dans la forêt, hein, du point de vue étymologique. Ça peut être un gentil sauvage, hein, comme sont les ermites. C'est aussi l'animal qui vit en liberté, l'animal carnassier. Donc là, il y a une référence à l'animalité. Et l'humanité, elle se pense en référence à l'animalité. Et puis, le sauvage, c'est celui qui est étranger à la civilisation, hein. C'est le barbare, c'est celui qui n'a pas un comportement civilisé. Donc, quand on dit que la société sans sauvage, hein, c'est on veut pointer un recul de la civilisation. Et là, je voudrais évoquer la thèse du sociologue Norbert Elias, la thèse du processus de civilisation. Norbert Elias a développé cette thèse déjà, hein, dans les années 1900, à la fin des années 1930, mais c'est une thèse qui a été beaucoup lue et commentée à partir des années 1970. C'est la thèse selon laquelle, depuis au moins l'époque moderne, est à l'œuvre en Occident un processus de civilisation qui se traduit de diverses manières, mais qui se traduit en particulier par un refoulement de la violence, par un refoulement des conduites agressives. Et donc, cette société civilisée, c'est une société qui est pacifiée, qui est moins violente. Alors, la notion d'ensauvagement, elle vient dire, ce processus de civilisation est mis en échec, parce qu'au lieu d'aller vers plus de civilité, d'aller vers une pacification des rapports entre les individus et moins d'agressivité, eh bien, au contraire, il y a retour. Ce processus de civilisation se serait enrayé. Est-ce que c'est neuf, tout ça? Moi, je ne crois pas. Le thème de l'ensauvagement... Il serait comme instrumentalisé? Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse comme historienne, c'est de voir que ce discours, il n'est pas propre à notre époque. Peut-être que les mots étaient différents, hein, mais au fond, on parlait de la même chose. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le 19e siècle et notamment la première moitié du 19e siècle. Et là, on était après la Révolution française. Ah oui, c'est votre ouvrage sur Lassner, hein, je me permets de vous citer. Hein, c'est le beau travail que vous avez fait sur Lassner. On va y venir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là émerge la figure du barbare. Hein. Après la Révolution, la société française vit son histoire comme une crise de civilisation, avec l'idée qu'après la Révolution, c'est un monde ensauvagé. Hein. Et on dit c'est un monde qui fait retour à la thèse de l'état sauvage, un monde sans Dieu, etc. Donc il y a cette figure du barbare de la civilisation qui apparaît et que j'ai bien vue justement à l'occasion de mon étude sur le criminel Lassner. Alors, je voudrais vous lire une citation d'un journaliste qui va vous plaire, à mon avis, quand on réfléchit sur l'ensauvagement, même si les termes, vous allez voir, ne sont pas les mêmes. C'est un journaliste, le journaliste Saint-Marc Girardin, qui tient les propos suivants dans les années 1830, au moment où il y a eu des insurrections des ouvriers de la soie à Lyon, et on est dans un contexte chargé, hein, dans les années 1830. Écoutez. Les barbares qui menacent la société ne sont point au Caucase, ni dans les steppes de Tartarie. Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Ah, tout est dit. Hein, donc, vous voyez, c'est une belle citation qui dit comment, il y a cette figure d'une sauvagerie qui est lointaine, mais qui se rapproche. Hein. Et chaque société, finalement, peut se sentir menacée par l'assaut de nouveaux sauvages, hein, qui seraient des criminels, des prolétaires, des exclus divers, suivant
suivant ses obsessions. Donc, à Allez-y. contrario de ce mouvement de civilisation, est-ce que vous qualifieriez la société actuelle comme plus sensible, plus émotive face à la violence qu'auparavant? Plus sensible, je ne dirais pas ça. Mais je voudrais d'abord revenir sur un point qui me paraît important. Parce que quand on entend des discours sur l'ensauvagement, ce sont des discours qui ensuite s'offrent à toutes sortes d'utilisations et d'instrumentalisation. Hein. Quand on parle d'une société qui s'ensauvage, ça suscite la peur et ça laisse entendre que la société actuelle est en train d'être submergée par la violence. Et là, je crois qu'il faut quand même dire clairement que voilà, dans notre société, il n'y a pas d'explosion de la violence. Il n'y a pas une hausse de l'homicide, il n'y a pas une hausse des comportements, des vols violents, il n'y a pas... Vous voyez, parce que après, c'est toute la question de comment on le sait. Ben, on le sait avec des chiffres et comment on produit les chiffres et comment on les interprète. Vous voyez, donc c'est un sujet quand même qui est extrêmement délicat et où les analyses sont difficiles à faire parce que analyser les chiffres, les statistiques du crime, si vous voulez, c'est difficile. Et on aurait tendance à penser naïvement que les statistiques produites par les forces de l'ordre traduisent la réalité des comportements agressifs des individus. Or, il y a d'autres interprétations qui sont possibles. Quand vous voyez qu'il y a une infraction qui est en hausse dans les statistiques, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est parce que les victimes portent davantage plainte? Vous voyez bien aujourd'hui la question des agressions sexuelles. Il y a eu ces dernières années une libération de la parole. Voilà, des choses dont on ne parlait pas, qui étaient recouvertes par la honte, eh bien, commencent à se dire et les victimes portent de plus en plus plainte. Donc, évidemment, dans les statistiques, on pourrait penser qu'il y a une hausse de ces faits. En fait, mais ce que vous dites, c'est que... c'est plutôt le comportement des victimes qui a changé. Voilà, si je comprends bien, ça donne une meilleure image de la réalité sociale qu'une démonstration d'une augmentation de la violence. Mais pas forcément. Oui, et après, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les violences sont de plusieurs types. Mais en tout cas, une hausse d'un certain type de violence dans les chiffres ne veut pas dire que dans la réalité, il y a une hausse de ces faits violents. Ce peut être justement le comportement des victimes qui a changé et qui va dans un sens positif, mais qui traduit du coup, et là c'est un petit peu la question que vous me posiez tout à l'heure sur est-on plus sensible, c'est-à-dire ça traduit une intolérance croissante de la société à certains types de violences, par exemple les violences sexuelles, par exemple les violences conjugales. Parce que les sociétés sont différemment sensibles aux actes de violence et voilà, les violences sexuelles, les violences conjugales, aujourd'hui, ça paraît être des violences intolérables. Alors que pendant très longtemps, on n'en a pas parlé. Donc de ce point de vue-là, la société aujourd'hui, elle est plus sensible à ce type de violence. Puis je voudrais dire aussi, quand je parlais de la question de l'interprétation des statistiques, il y a aussi que les statistiques, elles renseignent sur les pratiques d'enregistrement de la police. Voilà, parfois ce sont les pratiques policières, certains faits qu'on a tendance à ne pas enregistrer. Voilà. Et est-ce que vous Donc, pensez, vous voyez, ça dit beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez qu'avec l'approche des élections, du temps électoral, le discours sur ces notions-là va ne faire que s'accroître, s'augmenter Eh bien, les imaginaires sociaux, ça sert aussi à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une fonction de l'imaginaire social
Et on voit bien comment ces peurs, ces figures de la menace qui sont agitées, ce discours sur l'insécurité peut avoir des conséquences en termes politiques pour nourrir des arguments électoraux. Quand Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au second tour des présidentielles, ça a été aussi un moment qui avait été marqué par l'exploitation des faits divers. Des faits divers propres à faire peur et qui alimentent la peur de l'insécurité, après ça se traduit en termes de bulletins de vote. Entre les imaginaires d'hier et ceux d'aujourd'hui, y a-t-il des permanences, des rémanences ou des ruptures, ou tout cela à la fois, avec quelques grandes figures alors, je me permets de citer que vous avez travaillé sur le cas de Violette Nozières, mais par exemple l'affaire Grégory plus récemment. Je dirais que ce qui est intéressant dans l'imaginaire social, c'est qu'il y a des permanences, c'est qu'il y a des motifs récurrents. Je parlais des barbares au début du 19e siècle. Il y a aussi, à la Belle Époque, le moment Apache, quand les mauvais garçons, les voyous, les jeunes délinquants, on les appelait les Apaches. Mais les Apaches, ils ont une généalogie qui passe par l'Amérique. Donc, après, on est arrivé plus tard, beaucoup plus tard, avec Chevènement aux Sauvageons. Donc, les Apaches. La boucle est bouclée. Voilà, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Puis après, les Sauvageons. Aujourd'hui, on parle de l'ensauvagement. On voit qu'il y a des thèmes qui sont constants. Mais il y a aussi de nouvelles figures. Et moi qui ai travaillé sur Violette Nozières dans les années 1930, je crois que l'affaire Violette Nozières, elle montre comment, à un moment, la question des violences sexuelles a commencé à concentrer l'attention, jusqu'à la libération de la parole qui est toute récente. Avec le mouvement MeToo. Voilà. Merci Anne-Emmanuelle de Martigny. Je rappelle que vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 13. Votre ouvrage sur Violette Nozières, La fleur du mal, publié chez Champvallon, a reçu le prix Malesherbes en 2017. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.